En 2004, j'ai rejoint une équipe de recherche à Cape Vera, située sur l'île Devon au Nunavut, dans le Grand Arctique. Cette équipe comptait 13 techniciens et biologistes travaillant sur un projet du Service canadien de la faune basé sur 3 camps. Le but de ce périple était d'étudier la biologie d'une espèce d'oiseau marin habitant cette région, le fulmar boréal, qui habite l'une des régions les plus rigoureuses sur Terre. J'ai toujours eu l'intérêt d'explorer différents écosystèmes pour mieux comprendre comment diverses espèces s'adaptent à leur environnement. Puisque l'Arctique est un écosystème extrêmement sensible au changement climatique, je n'ai pas hésité à accepter de me joindre à l'expédition. Bien sûr, j'étais très tenté de voir et de vivre le Grand Nord, mais je tenais surtout à documenter l'expérience et à partager avec le public les aspects personnels et extrêmes de la vie sur le terrain. C'est un côté qui est souvent oublié lorsqu'on pense aux biologistes de terrain, mais qui est vécu intensément par les chercheurs qui y restent pour quelques semaines ou quelques mois et qui retournent d'année en année. Ce qui m'a surpris le plus durant notre vol au-dessus de l'île Devon, c'était à quel point cette île était dépourvue d'habitants et de végétation. La surface, avec ses crevasses immenses, m'a fait penser à la surface de la planète Mars. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, puisque la NASA fait les essais pour le projet Hutton Project de simulation Mars sur l'île Devon en l'année 2000. Tout ce que l'on voyait était le sol brun qui dégelait, ainsi que le bleu de la glace, de l'océan et du ciel. J'ai été très touché par les différentes couleurs que prenaient les falaises, la glace et l'océan. Par contre, tout était autrement à Cape Vera. L'océan dans cette région est près d'une Polynie, ce qui la rend très riche en invertébrés. Une des raisons pour laquelle la colonie de fulmar, qui se nourrit de diatomées, s'est établie à cet endroit. La colonie de fulmar boréal date de plusieurs centaines d'années et donne vie à un oasis très surprenant dans ce désert arctique. En effet, leurs œufs permettent aux renards arctiques de survivre et les minéraux trouvés dans le guano de ces milliers d'oiseaux qui passent leurs étés juchés sur des falaises nordiques donnent naissance à une multitude d'espèces de lichens, de mousses et de petites fleurs. Cette végétation rend le site exceptionnellement coloré avec les tons de vert de la mousse autour des cours d'eau, le lichen orangé sur les falaises et le sol tapissé de petites fleurs jaunes et mauves. Ces plantes fournissent ensuite la nourriture aux insectes, qui étaient en abondance cet été. Ces insectes et cette végétation permettent à leur tour de nourrir les petits oiseaux chanteurs comme le buron des neiges. Par ailleurs, puisque la nourriture sur les rives de Cape Vera est abondante, plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs tels que l'oie de Brandt ou le bécasseau violacé sont attirés à cet endroit. La chaîne alimentaire se poursuit avec les ours polaires attirés par ces mammifères et oiseaux. La base de recherche avec son grand nombre d'écologistes était bien différente de mes expériences passées, puisque j'ai surtout travaillé avec une ou deux autres personnes. En travaillant avec des gens 24/7 dans des conditions inconfortables, on a vraiment le temps de voir les meilleurs et pires côtés du monde. Par contre, beaucoup d'amitiés se bâtissent sur le terrain et continuent par après. On apprend à faire confiance aux gens assez vite qu'on pense sur une petite corde sur une falaise dans l'Arctique. Ce que j'ai bien aimé est comment chaque personne apporte ses expériences et son savoir-faire. Ça permet d'échanger des histoires de terrain, de voyage et d'apprendre de nouvelles méthodes de travail sur le terrain. Les tempêtes de neige nous obligeaient souvent à rester dans les camps pour se réchauffer, boire du thé et discuter. D'ailleurs, un sujet courant dans les camps de recherche en Arctique est les ours polaires. C'est un animal très élégant et robuste, mais qui est aussi reconnu comme le plus grand prédateur terrestre. J'ai eu de la chance d'en voir quelques-uns de l'hélicoptère. Nous avons eu 5 visiteurs près du site durant la saison de 4 mois, et un ours a saccagé la tente de nourriture quelques jours après que je sois parti. Heureusement que personne n'y était. La présence des ours nous obligeait à porter une arme, ou qu'il y ait une personne sur deux avec une arme. Ce qui faisait que l'horaire de la journée était parfois dicté par les armes disponibles au camp. Sur Cape Vera, notre travail consistait à faire un recensement de la colonie, des études de comportement et étudier l'alimentation et la contamination du fulmar boréal. Ce qui est particulier de travailler à une si haute latitude est le fait que le soleil ne se couche jamais. On laisse rapidement tomber l'horaire de travail habituel. Vers la fin mois de juillet, on commençait nos journées vers midi 1h
et on terminait souvent vers 11h minuit. Le temps n'était pas important. Beaucoup de temps fut passé à observer les fulmars sur les falaises et à s'assurer que l'équipement de recherche fonctionne. L'étude d'alimentation en 2003 et 2004 a déterminé qu'environ 20% des fulmars ingéraient des déchets en plastique pêchés en mer. À l'aide de microsatellites attachés sur le dos de quelques fulmars, nous avons aussi découvert qu'ils peuvent voyager jusqu'à 1000 km aller-retour pour se nourrir, allant jusqu'à la côte nord-ouest du Groenland. Ce qui a rendu cette aventure encore plus excitante, ce sont les longues randonnées dans le milieu arctique. Puisqu'il y avait deux camps, celui d'en bas avec une cabine et celui d'en haut avec des tentes. On montait la vallée enneigée de 1000 pieds, à peu près à tous les 2 jours, avec de l'équipement de terrain, des panneaux solaires et des batteries d'auto. La vallée était toutefois plus dangereuse vers la fin juillet, lorsqu'elle est devenue comme une véritable glissoire. Nous avions d'ailleurs trouvé plusieurs moyens pour la descendre, en télémarque, en crazy carpet ou en se baladant tranquillement après une grosse journée de travail. Un des aspects les plus intéressants pour moi était de pouvoir descendre dans les falaises pour faire les études sur le fulmar. Or, la roche sur Cape Vera est sédimentaire et elle s'effrite facilement. Le danger de grimper dans ces régions est surtout causé par les roches qui déboulent des falaises, mettant ainsi le grimpeur et l'équipement en danger. Un autre danger, moins fréquent heureusement, était que la falaise s'effondre en entier, rendant ainsi l'équipement de protection inutile. Bien que c'était une expérience incroyable de grimper à cet endroit, la grimpe en tant que telle n'était pas de grande qualité. Il s'agissait surtout de placer les bons ancrages et ensuite de descendre en rappel. Sans oublier les doigts gelés, une brume impénétrable et les tempêtes de neige. Par contre, quand il faisait beau, tout était magique. Même le simple geste de prendre une tasse de thé sur la falaise avec les amis. Il y avait une ambiance très sereine au milieu des falaises tout autour de nous. Particulièrement lorsque nous entendions bien les sons émis par la colonie d'oiseaux et le vent glacial. Puis, on remontait avec un système d'ascension sur la corde seulement, essayant de toucher la paroi le moins possible, surtout quand il y avait des grimpeurs en dessous. Mais la beauté de la place a définitivement compensé pour la qualité de la grimpe. À la suite de 30 jours sur le site, un petit avion de style Twin Otter est venu chercher la plupart de l'équipe, laissant 4 personnes sur le site, qui resteront jusqu'à la fin juillet. Les rafales recommenceront en août. Il s'agit de fermer les bases de recherche avant les grosses neiges et la noirceur totale. Même si l'expérience a été bonne, on ne peut s'empêcher d'être excité quand on entend le moteur de l'avion au loin. Avec ce documentaire, je voulais montrer l'Arctique dans son ensemble, étant encore peu affecté par les changements climatiques. Mais puisque l'Arctique est considéré comme l'un des écosystèmes les plus vulnérables aux changements climatiques, il est important de comprendre comment nos actions de tous les jours ont des répercussions même dans les coins les plus éloignés de la planète. C'est avec des efforts de la population, ainsi qu'en écoutant le savoir des Inuits et une volonté politique bien sûr, que nous pouvons garder cet écosystème qui maintient une grande partie des glaces du monde intacte.